Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Divergence Politique. Divergence Politique aujourd'hui qui va parler de Trump 2028. Et oui, est-ce que, alors qu'il vient tout juste d'être élu, ce serait pas le candidat du futur pour les États-Unis d'Amérique, alors qu'il vient déjà de faire 2 mandats? On va en parler tout de suite. Petit générique publicitaire et on lance cette émission avec Olivier. Olivier, bonsoir. Alors, c'est toi notre expert du langage Trump. Et pour le coup, c'était logique qu'on fasse cette émission sur Trump avec toi, tout naturellement. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mais Alexis, on a un problème, c'est que je te vois pas. J'ai un écran noir. Bon, C'est bah, pas si bien. tu m'entends, moi je te vois parfaitement. Considère que je Parfait. suis en face de toi, donc tout va bien. Alors, l'info est tombée hier, elle est assez surprenante. Le fils de Donald Trump, Eric Trump, a donc posté une photo de Non, pas lui. Eric, Baron Trump, Baron. Eric Baron Trump, excuse-moi, a posté une photo de lui avec une casquette Trump 2028. Ça a été aussitôt relayé d'ailleurs sur X par Elon Musk qui a, pareil, mis une casquette Trump 2028 avec un petit message noté. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Globalement, est-ce que vous seriez pour ou contre? C'est quand même assez surprenant parce que rappelons un petit peu la Constitution américaine et puis après on va rentrer dans le langage Trump. Qu'est-ce que dit, Olivier, la Constitution américaine sur le nombre de mandats possibles Tu, pour un tu- tu ne président? peux, tu ne peux en faire que deux. Aux États-Unis, tu ne peux en faire que deux. Donc, comme il est à son deuxième mandat, et en théorie, il ne peut pas en faire un troisième. Ah. Alors, la Constitution, donc j'ai regardé un petit peu, la Constitution américaine peut être potentiellement modifiée. Alors, c'est quand même, bon, il faut être très ambitieux au moment d'envisager un résultat positif, pour modifier cette Constitution américaine, que les deux tiers du Congrès votent. C'est ça. Aujourd'hui, déjà, il faut rappeler que les Republicans n'ont pas les 2 tiers. Et puis, il faut en plus de cela que ce soit ratifié par au moins 38 des 50 États américains. Donc, globalement, est-ce que c'est réalisable? Bah, en politique, tout est réalisable, mais en fait, c'est pas du tout ça le projet. En réalité, cette histoire de Trump 2028, ça a déjà été évoqué il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Et en fait, la réalité est la suivante, c'est que le plan, entre guillemets, parce que de toute façon, on va prendre plusieurs considérations. Donald Trump aura 82 ou 83 ans à ce moment-là, donc déjà, faut parler de l'âge. Hein, on ne sait pas ce qu'il peut avoir à cet âge-là. Tu es quand même plus en sursis qu'autre chose. Et la deuxième chose, c'est que le plan, en fait, pour contourner ça, il n'a pas parlé de réformer le modèle politique, c'est-à-dire de pouvoir faire 3 mandats. En fait, c'est plus un arrangement. Et la solution, quand il a dit, parce que quelqu'un lui a dit, mais vous verriez faire vous verriez faire un troisième mandat, et il a répondu, c'est possible de le faire. Parce que la journaliste lui dit, mais vous savez bien que c'est impossible. Il dit, non, non, c'est possible de le faire. Et en fait, les gens qui ont analysé et qui ont regardé ça disent que le plan aurait été que, par exemple, J.D. Vance, qui est le vice-président, passe un accord avec Donald Trump. J.D. Vance se présente. Il nomme comme vice-président Donald Trump, ça il a le droit. Alors, même en tant qu'ancien président, il peut être nommé comme vice-président. Si J.D. Vance est élu, après avoir prêté serment, donc l'élection est en novembre, il prête serment au mois de janvier, et après 8 jours ou 10 jours de mandat, il démissionne, et dans la Constitution américaine, c'est le vice-président qui devient le président. Donc Donald Trump repartirait pour un mandat de 4 ans. Ce serait ça la stratégie pour faire un troisième mandat. Le coup de réformer complètement la Constitution, très honnêtement, Alexis, je ne crois pas du tout. C'est possible, hein, ça, je ne dis pas que ça ne se ferait pas, mais je ne crois pas du tout. Donc, ce serait vraiment plus une stratégie politique. Mais encore une fois, tu connais ma façon d'interpréter le langage de Donald Trump. Tout cela n'est né que du hameçonnage de médias. Ça fait parler les journalistes, ça fait parler les blogueurs, ça fait parler et Nous, toute la communauté. Ça nous fait parler nous. Mais c'est pas du tout sérieux. Évidemment qu'il n'y a pas de Trump 2028 à l'heure pour le moment. On est à même pas 100 jours de son premier mandat. Il a tellement de pain sur la planche, tellement de choses à gérer que je pense que même lui, personnellement, n'y pense même pas. Il y pensera peut-être après les midterms dans un peu moins de 2 ans,
s'il les gagne. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Donald Trump pense à 2028. Très honnêtement, je ne crois pas du tout à ça. Alors, c'est quand même donc effectivement peut-être pas de ce qu'on appelle nous ici en Russie une Medvedev. Rappelons le précédent de Vladimir Poutine, qui était pour les mêmes raisons devenu Premier ministre sous Medvedev. Alors Medvedev, lui, était resté président pendant l'intégralité de son mandat, même si on comprend bien qui était véritablement le chef du Kremlin. Euh, Là, effectivement, si je prends l'analyse de J.D. Vance qui serait démissionnaire, c'est quand même potentiellement pour J.D. Vance une mise à mort de carrière politique, puisque J.D. Vance est quand même une personnalité américaine qui plaît déjà aux États-Unis, qui est jeune, qui représente éventuellement le futur. Partir dans une aventure telle que celle présentée, c'est quasiment signé à mort sa politique, sa Mais carrière. c'est pour ça que je te dis, Alexis, que ça n'arrivera pas. Mm. Ça s'appelle du hameçonnage. Je suis désolé de te casser l'herbe sous le pied, mais tu ne m'emmèneras pas sur ce terrain-là parce que dans les faits, je sais très bien que c'est du hameçonnage. J.D. Vance s'est promis à une grande carrière. Par contre, ce qui est probable, et ça, on peut mettre les paris, les paris sur la table, c'est que Trump va bien aligner J.D. Vance pour 2 mandats consécutifs de J.D. Vance. Ça, c'est ce qui va arriver. Mais c'est certainement pas Trump qui repassera en 2028. Bien sûr que non. C'est du hameçonnage. Ce n'est ni plus ni moins que du hameçonnage. Il a toujours fait ça. Il le fera toujours. D'ailleurs, pendant qu'il fait ça, il se passe d'autres choses, comme par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu une annonce d'une entrevue qu'a fait Lavrov hier soir à la chaîne américaine en disant qu'ils étaient à la veille de signer un accord. Donc, tu vois, on fait des diversions. Pendant ce temps-là, ça avance les négociations, les discussions. Mais ça, on n'oublie pas que Donald Trump est un gars du show business. Hein, donc, tout ça n'est que du Et du showbiz. business tout court. Et du Voilà, business tout court parce que du show business et du business et surtout ça rend fou les démocrates, ça rend fou les gauchistes parce qu'ils se disent oh non attends on va pas se le taper encore pendant 8 ans, mais ils savent très bien que c'est pas du tout sérieux. La suite de Donald Trump, on le voit bien, c'est J.D. Vance et déjà après à peine 100 jours il est déjà bien lancé. On voit le discours qu'il a fait à Munich, les positions qu'il a pris au bureau ovale avec l'avenue de Zelensky. D'ailleurs, c'est quand même un vice-président. On peut remarquer ensemble d'ailleurs que c'est un vice-président très présent. Il fait beaucoup d'entrevues, de grosses déclarations, etc. D'habitude, les vice-présidents restent dans l'ombre. Or, hmm. J.D. Vance, c'est pas un deuxième président, mais il est extrêmement présent, quoi. Hmm. Alors, il perd pas le nord quand même parce que je disais c'est un businessman. Il perd pas le nord puisqu'il a quand même ouvert la boutique qui vend les produits. Alors, j'ai vu le prix, je crois 44 $ ou 44 € la casquette fictive du coup, puisque si on t'écoute effectivement, c'est une casquette collector mais qui ne verra jamais véritablement le jour. Non, Enfin, mais il a le droit. Mais il a le droit. Et dis-moi, il mais peut. bien sûr, mais C'est bien du sûr. merchandising. Le merchandising, tu peux tout te permettre. Hein. Voilà. Alors, au-delà du côté un petit peu mercantile de l'histoire et du côté amusant, vous le voyez, on le prend en rigolant sur Divergence politique. Même si côté français, et effectivement côté Macron, je pense qu'on le prend beaucoup plus sérieusement l'histoire de changer cette constitution. Par contre, mais là c'est une autre question. Revenons au côté américain justement. Intéressons-nous un petit peu quand même à Donald Trump, un petit peu de difficulté quand même dans ces 90 premiers jours. Toi, je sais que tu es très positif. Moi, je trouve qu'économiquement, les États-Unis, c'est difficile actuellement. Il y a Oui, beaucoup de mais choses. Alexis, si tu me permets, t'interromps. En fait, les gens ont juste oublié qu'on sort de 4 ans d'administration Biden et Ah, qu'aujourd'hui, l'économie aujourd'hui, c'est pas celle de Donald Trump. L'économie aujourd'hui, c'est l'économie des démocrates depuis 4 ans. Donc, absolument. je modère tout le monde parce que tout le monde s'affole. Mais attendez, les mecs, ça fait pas 100 jours qu'il est là. Mm. Laissez-le mettre ses plans en place, les histoires des tarifs douaniers, tout ce qu'il est en train de faire. On fera le point déjà dans 2 ans au moment des midterms, on fera le point et on verra si les Américains sont contents ou pas. Parce que s'ils sont contents, il va faire une razzia au midterm. S'ils ne sont pas contents, ça va faire encore une alternance comme d'habitude. Mm. Mais aujourd'hui, lier l'économie américaine à Donald Trump, je trouve que c'est d'une injustice absolument incroyable. Il n'est pas responsable de l'économie américaine. Aujourd'hui, il est là où il est aux manettes depuis 60 jours, 70 jours, et il a même il a même pas fini de nommer son gouvernement qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis. Moi, je trouve qu'au contraire, on devrait être
être très positif. Ce qu'il est en train de faire en mettant un coup de pied dans la mondialisation avec ses tarifs douaniers, c'est un coup extraordinaire. Et je l'avais dit que tout ça n'était qu'une vaste partie de poker, comme tout bon businessman. Un coup, on les met, on les enlève, on les met, on les enlève, et puis ça permet de faire des mouvements sur les marchés. Mais dans les faits, le bilan comptable de Trump au niveau de l'économie, on en reparlera dans 6 mois à 1 an. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le bilan de Donald Trump. Il hérite d'un bilan d'une administration démocrate, et il a quand même fait des choses extrêmement positives avec le Doge, avec ce qu'a fait Elon Musk et les milliards qu'ils ont récupérés de couper les fraudes et tout ça. Je te trouve un petit peu dur et un peu sévère sur le bilan économique de Donald Trump pour l'instant. Alors, non, non, je préjauge pas du bilan économique. Je trouve qu'effectivement, c'est simplement que le démarrage n'est pas aussi simple que, je pense, il l'imaginait ou il l'espérait. Effectivement, pour les raisons que tu as expliquées, je trouve qu'il y a quand même des tergiversations. Notamment, tu parlais des tarifs. Tu vois, sur la Chine, sur l'Europe, on met des tarifs. En fait, on les retire 3 jours plus tard. Enfin, ça rime pas à grand chose, quoi, en termes de com. Je trouve que c'est pas très pertinent, mais ça n'engage que moi. Alors ça, je suis pas d'accord non plus. Ouais, voilà, mais c'est bien, on est sur divergence politique. On est sur divergence politique, je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve que c'est un coup de génie. Ça a extrêmement bien fonctionné. Tu as plus de 75 pays qui ont appelé la Maison Blanche, qui ont dit oh no, sir, oh no, sir, trouvons un deal, etc. C'est très fort. C'est extrêmement fort. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit sur Divergence, mais n'oubliez pas que ce n'est pas dans la délégation du président de faire ça. Il faut que ce soit voté par le Congrès et par la Chambre. Donc, effectivement, ce sont des effets d'annonce et qui ont quand même impacté, et dans les deux sens. Regarde, tous les gens qui suivaient ça, on commence à dire oh là là, il est en train d'effondrer les marchés, regardez les marchés. Puis on regardait les cours, ceux qui s'intéressent à Trump, tu t'aperçois qu'il y a une petite correction qui s'est faite, qui est ridicule. Quand tu regardes les cours depuis 2022, le Dow Jones a toujours eu des soubresauts tous les trimestres. Donc dans les faits, il y a rien là-dedans qui est pour moi une surprise. Et surtout, penser que ce n'est pas pensé par l'équipe Trump, c'est se méprendre, parce que Trump est entouré d'énormes cerveaux au niveau économique. C'est pas Donald Trump qui a pris son crayon puis qui a fait un tableau, qui a écrit ci et ça. Il est entouré, lui, il fait les annonces, mais c'est derrière que ça travaille, et c'est pas des clowns qu'il a derrière lui qui ont monté ça. Non, non, alors ça, justement, c'est une des discussions de cette émission. L'équipe Trump, on la voit au travail. Elle est effectivement composée de personnes extrêmement compétentes. On a vu Rubio, qui a été extrêmement ferme et fort la semaine dernière, justement, sur la question ukrainienne, où il a mis l'Europe au pas, où visiblement il a clarifié vis-à-vis d'Ukraine aussi que le game était fini. On voit aussi peut-être quelqu'un qui avait été marquant dans la campagne Trump et dans les premiers jours de Trump, qui est Elon Musk, qui commence à prendre un peu de recul depuis plusieurs semaines et qui a commencé à annoncer notamment qu'il allait finir sa mission du Doge. Mais c'était prévu ça, Alexis, tu le sais. Exactement, pour revenir. Il avait un contrat de 100 jours, je crois, ou 130 jours. Hein, donc, voilà, donc on y arrive bientôt. Effectivement, on voit des interlocuteurs qui sont assez bien finement choisis. Je pense à Witkoff, qui est un très bon négociateur, qui a été au Qatar sur la question israélienne, Israël-Hamas, qui a géré aussi avec Poutine et l'Ukraine. Enfin, voilà, on voit qu'il y a, et je crois de mémoire aussi avec la Chine. Donc, on voit quand même qu'il y a des personnes autour de lui qui sont visiblement extrêmement bien choisies, qui faisaient peut-être un petit peu peur. Ouais, qui faisait peut-être un petit peu peur vu d'extérieur lorsqu'ils ont été pressentis avant leur nomination. Comment on peut juger un petit peu ce gouvernement côté américain? L'administration, en tout cas l'administration qu'il a montée, est excellente. La première fois, quand il a été élu en 2016, on voyait qu'il n'était pas préparé, etc. Puis il a été empêtré dans les histoires des Russia-Gate une fois, l'impeachment 3 fois, etc. Donc c'était très compliqué. Là, il a eu le temps de se préparer. Il a eu 4 ans pour se préparer. Il a constitué une équipe extrêmement solide et extrêmement compétente. Évidemment, maintenant, les médias anti-Trump, ils vont à coup de propagande à tour de bras pour déglinguer tout ce qu'il fait. Mais comme j'ai déjà dit, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Si tu veux, ce que pour raconter la presse, ça le préoccupe pas vraiment. Ce qu'il veut, il a été élu par les Américains pour les Américains. Il adopte un plan qui plaît pas aux mondialistes et qui plaît pas au reste du monde. Mais c'est pas son problème. Son problème, c'est de faire vivre mieux son peuple. Il pense à son peuple, et donc dans sa façon et sa méthode, ce que peuvent penser les blogueurs ou les journalistes ou les chroniqueurs, ça lui fait ni chaud ni froid, tu vois ce que je veux dire. Non, d'ailleurs, il part jouer au golf, généralement.
Mais Quand, oui, mais c'est ce qu'il fait. quand les médias se déchaînent, lui part jouer au golf. Mais tu sais que tu as vu ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Tous les vendredis, comme tous les mecs, il quitte la Maison Blanche, il prend Marine One, l'hélicoptère, il va à l'aéroport, poum, l'avion, comment ça s'appelle, Air Force One, qui l'emmène à Mar-a-Lago en Floride. Il passe son petit week-end en Floride. Il est tout le temps avec Elon Musk. Il y a des réceptions, dont une où j'ai participé le samedi. Il a une réception chaque week-end à Mar-a-Lago. Tranquille, il revient le dimanche soir. Il a les journalistes dans l'avion. Il fait ses petites déclarations du dimanche. Et tout va bien, hein, ça roule. Hein, pour eux, il n'y a pas de stress. C'est nous, pas nous deux, mais les médias de gauche et les médias occidentaux qui biaisent complètement l'information. Mais quand tu es informé par les États-Unis et les bonnes sources d'information, ça roule, quoi. Pour l'instant, ça roule. Il y a pas de stress. C'est vrai on pourrait l'attaquer en disant il avait dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en 24 heures. Mais il ne faut pas être bête. On sait très bien que ce n'était pas en 24 heures. C'est une image. C'est de dire que c'est sa priorité absolue de le régler. Je vais profiter de ton émission. D'ailleurs, je lui ai dit avant qu'on fasse cette émission, j'ai dit à Xavier, je te mettrai un petit tac chez Alexis en disant qu'on est en désaccord, qu'on est d'accord surtout avec Xavier Moreau, sauf sur un point, c'est le fait que Trump abandonnerait l'Ukraine. J'ai dit à Xavier, tu te trompes parce que tu sous-estimes l'importance de la politique intérieure américaine. Il faut savoir que pour Donald Trump, il est impossible qu'il quitte l'Ukraine sans un accord parce que ce serait un échec intérieur et l'échec intérieur pourrait lui coûter très cher pour les midterms. Donc, il y aura un accord d'une manière ou d'une autre. Et Ouais, ça nous, va. on est en opposition. Hein. Tu connais notre point de vue. Mais c'est pas grave. Avec Xavier, on est intimement persuadé que ça y est, c'est lâché et et que finalement, ça n'aura pas de conséquences auprès des concitoyens américains parce que, alors, c'est notre point de vue, mais on pense que véritablement les Américains aujourd'hui en ont marre de parler d'Ukraine. Ils veulent se recentrer sur du national, sur du pouvoir d'achat et finalement, que Trump réussisse ou pas à faire la paix en Ukraine, c'est pas important parce que, qui plus est, il va, quoi qu'il arrive, réussir à faire du business, notamment avec la Russie. Oui, mais regarde Lavrov hier qui a annoncé qu'ils allaient signer un accord. Donc Oui, on voit bien. Et Trump Lavrov, l'a c'est dit un aussi. diplomate. Oui, Lavrov, c'est un diplomate. Il va pas venir à l'antenne pour te dire, écoutez, il se passera rien. Bah si, Voilà. si, il pourrait dire, nous, on n'est pas d'accord avec le processus, on est en force, on n'a pas atteint nos objectifs, Ah, etc. mais méfie-toi côté russe. Et quand on entend Peshkov, quand on entend Lavrov, quand on entend effectivement Poutine, ils disent tous, ils sont assez fins, ils disent tous effectivement, oui, on est ouvert à des discussions, mais ceci dit, il y a des éléments clés qui sont très très loin d'être résolus. Et ça, c'est notamment, voilà. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends Lavrov dire, comme ils disent les Américains, qu'ils sont proches de signer un accord. Donc, on verra. Mais je maintiens, à l'inverse de toi et de Xavier, je maintiens qu'il est impossible pour Donald Trump qu'il n'y ait pas un accord. C'est impératif. Là, vous mésestimez, vous sous-estimez l'importance de la politique américaine. Je serais d'accord avec toi et Xavier. Dans un cas différent, je vais t'expliquer quoi. C'est si nous étions dans un mandat et que ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, je te rejoins sur ta position. Pas dans les 100 premiers jours. C'est d'ailleurs, il en a fait un de ses arguments principaux pour se faire élire, de dire qu'il allait ramener la paix, etc. Et ça va plus loin que la Russie et l'Ukraine. En vérité, qu'est-ce qui est en train d'être dealé en ce moment? C'est un accord global entre la Russie, les États-Unis, l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Et ça, et tout le monde l'omet. Mais en réalité, ils sont en train de faire un deal global. Donc, vous avez le sentiment qu'il va lâcher l'Ukraine, mais il ne la lâchera pas, l'Ukraine. Il va faire le nécessaire pour qu'il y ait un deal qui soit fait en concédant des choses au niveau du Moyen-Orient et vice-versa. Et c'est ça, cette partie qui joue. On voit bien que Witkoff se balade entre l'Iran et la Russie. D'ailleurs, je crois que Witkoff se ferait avec Vladimir Poutine. Donc, il y a des négociations extrêmement intenses entre les deux pays. Et la diplomatie, ça ne se fait pas sur TikTok, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux, ça se fait dans des salons, derrière des portes fermées. On n'entend rien et on ne sait rien. Et moins on en sait, mieux c'est. Et ça, je parlais avec Caroline Galacteros, qui est une ancienne négociatrice et diplomate, et Caroline Galacteros l'explique très bien. Moins il y a de bruit, moins tu en entends, plus l'accord va être intéressant et gros. Bon, eh ben, on garde ça en tête et puis de toute façon là, comme l'émission sera en ligne, on saura revenir sur nos erreurs. Assurément. Moi, je te le dis tout de suite, Alexis, si je me suis trompé, je viendrai me flageller devant tout le monde, je l'ai dit, mais j'ai quand même annoncé à trois grands électeurs. De toute façon, je sais que tu seras très bientôt avec Xavier et avec moi-même à Moscou, donc on aura le temps vous pourrez me fouetter. Voilà, en public, en caméra. Alors, pour revenir sur notre Trump 2028, qui ne sera pas donc un Trump 2028, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, J.D. Vance, parlons-en un petit peu. On a dit, c'est quand même, on en a parlé un petit peu brièvement en début d'émission, c'est quand même quelqu'un qui a la cote
côté américain, qui représente en fait finalement beaucoup de choses, beaucoup de valeurs de ce que les Américains aiment. Ce côté self-made man, quelqu'un qui vient pas forcément je dirais d'une situation familiale extrêmement aisée, extrêmement fortunée, qui s'est construit, qui a une particularité, c'est qu'il est catholique dans un pays de protestants, qui est extrêmement cultivé, qui est passionné justement, on parlait de culture d'Europe, de philosophie, etc. Mais en même temps qui a effectivement cette ligne conservatrice et patriote américaine des Republicans actuellement, du courant MAGA. Quel futur on peut lui envisager au-delà de potentiellement Une très grande carrière, c'est une main de fer dans un gant de velours. J.D. Vance, il est très aimé. Il vient de toute cette partie du Rust Belt là-haut, du nord-est américain, etc. Il a un parcours militaire, exemplaire, et il a le côté que la rigueur et le même courant de pensée que Donald Trump, à peu près les mêmes visions. Ils sont alignés à quelques détails près. Il est à peu près aligné sur les mêmes valeurs, même vision que Donald Trump, mais il a le côté beaucoup plus classieux que Trump, qui est un peu qui est dans le showman. J.D. Vance, c'est le vrai politicien au sens premier du terme. Mais il est promis à une grande carrière. S'il fait 4 ans en tant que vice-président sans commettre d'erreur, il est promis à une grande carrière. Moi, je suis très optimiste. Hein. J'ai dit que quand Trump était élu, on était parti pour au minimum 8, voire 12 ans de républicains aux États-Unis. Alors, et beaucoup de gens avaient pensé, rappelle-toi d'ailleurs, Alexis, que beaucoup de gens ont commis des erreurs parce que tout le monde voyait comme président des États-Unis ou comme successeur de Donald Trump, le gouverneur de Floride, DeSantis. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, DeSantis n'est même pas partie de l'administration. On n'en entend plus parler. On en a fait tout un ballon avec lui. Et finalement, il est excellent gouverneur de Floride, qui reste gouverneur de Floride. Mais J.D. Vance a beaucoup plus la carrure d'un chef d'État. Le discours de Munich était absolument incroyable et extraordinaire. Alors, c'est ce que j'allais te dire, J.D. Vance, c'est pas commun. Alors, ça avait beaucoup marqué, notamment lors de la rencontre avec Zelensky à Washington, où J.D. Vance était extrêmement offensif. Mais c'est pas commun pour un vice-président d'être aussi mis en avant, non? Oui, mais parce que c'est pourquoi c'est marquant. On n'a pas l'impression d'un vice-président, on a l'impression d'un président numéro 2. Donc, c'est volontaire, ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est volontaire, c'est parce que Donald Trump sait que c'est ses 4 dernières années et qu'en fait il le met dans la lumière parce que c'est sa succession en fait. Donc c'est pour ça qu'il a un rôle et je pense que plus le temps va avancer, plus on verra J.D. Vance, plus l'échéance finale de Donald Trump approchera, plus J.D. Vance va prendre de l'importance. Est-ce que, alors, je vais faire un parallèle, J.D. Vance par le charisme, est-ce que c'est pas le Kennedy finalement de droite moderne? C'est un peu tôt pour le dire, non, tu penses pas? Je sais pas. Ouais. Kennedy avait aussi une très grosse aura. Alors, J.D. Vance, effectivement, n'a pas encore la prestance qu'avait Kennedy, même si, ceci étant, Kennedy a eu aussi toute une aura qui s'est créée sur le mythe et qui est post-mortem, finalement. Mais je trouve que J.D. Vance représente véritablement cette fraîcheur, cette jeunesse, ce côté enthousiasmant qu'on peut avoir, que Barack Obama aussi avait su susciter, alors avec tous les défauts que je lui trouve en tant que démocrate, mais bon voilà. Écoute, quel mot de fin on dirait alors sur cette émission Trump 2028, J.D. Vance 2028? J.D. Vance 2028. Allez. Et un objectif, une mission très importante, parce que c'est rare que ça arrive aux États-Unis, c'est de gagner les midterms. Très important. Parce que ça donnerait 4 ans, ça donnerait vraiment 4 ans plein à Donald Trump pour faire ce qu'il a. Et rappeler aux gens, au public qui nous regarde, que ne pas être trop sévère pour l'instant avec le bilan économique de Donald Trump, parce que pour l'instant, il ne fait qu'hériter des horreurs qui se sont passées dans les 4 dernières années. C'est pas ses décisions aujourd'hui. On est dans un pays, quand tu bouges des choses au niveau économique, ça se fait pas en 15 jours. Ça peut prendre des années. Donc, il est bien évident que pour l'instant, il n'est pas du tout comptable de ce qui se passe. Je trouve qu'en plus, il gouverne plutôt assez bien. Il fait beaucoup de décrets exécutifs qui ne passent pas forcément dans les médias, mais il change des choses du quotidien. Puis, il a son grand combat qui est de tuer complètement le mondialisme. Parce qu'il est c'est clairement ça, c'est le retour des nations, de la souveraineté, etc.
Ouais, c'est ce que J.D. Vance justement disait sur, je crois que c'était jeudi, donc hier ou aujourd'hui, même ce vendredi, où il parlait justement du Covid, de toute l'oppression qui avait été faite autour de la Mm. Covid-19. Enfin voilà, non, ils sont disruptifs. Alors, effectivement, tu l'as dit avec justesse, on n'est qu'à 100 jours, même pas. Même pas. Et les mid-termes, c'est 2 ans, donc bon, on s'emballe un peu. Mais finalement, on s'emballe pourquoi? Parce que c'est aussi la méthode Trump. Tous les C'est jours, ça. on a l'impression d'être dans un tourbillon et tous les jours, on a l'impression que ça fait 10 ans que on parle de Trump, mais en fait, c'est très récent, effectivement. Tu me l'as enlevé de la bouche, je voulais te le dire. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qui trompe, c'est que normalement, dans les pays comme nous, chez nous en France, etc., tu n'entends pas parler du président tous les jours. Or, Trump surcharge l'information et les Ah oui. médias délibérément. C'est tous les jours une conférence de presse, tous les jours une déclaration, tous les jours un tweet, etc. Il en met, il en met, il en met, il en met. Donc, c'est difficile de suivre, mais ça permet aussi, c'est une manière de faire, ça lui permet de focaliser les journalistes et les gens sur un sujet pour que lui puisse, de l'autre côté, et ses équipes, travailler sur quelque chose de plus gros qui sortira quelques semaines, quelques mois plus tard. C'est pour ça que l'histoire de Trump 2028, il l'avait déjà sorti il y a un mois et demi. Je ne crois pas du tout à ça, mais après, de toute façon, en politique, tout est possible. Donc, rappelle-toi, Alexis, qu'en 2020, si on écoutait la presse mainstream et certains experts politiques te disaient que Trump c'était terminé, que de toute façon il n'était pas couvert par les médias, qu'il ne reviendrait jamais. Il Bah, fallait des déjà, il cinq. était quasiment en prison. Donc, Voilà, qui serait quasiment en prison. Il faisait des meetings pour l'occuper. En gros, les journalistes se foutaient de sa gueule d'un mec qui allait faire des meetings dans les champs. Il fallait des mecs comme moi et des gens qui aimaient Trump pour savoir dès 2020, on savait qu'en 2024, il serait réélu. Je regardais, moi, des médias et des trucs. Je disais, mais vous êtes des malades mentaux. Je voyais ça des États-Unis. Je disais, vous êtes des malades mentaux. Ce que vous dites, vous comprenez rien à ce qui se passe en Amérique. Trump va revenir en 2024 encore plus fort. Et eux te disaient, non, 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 on le reverra jamais. C'est terminé. Le Trumpisme, c'est mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Donc, tout est possible politiquement. Mais si je parle de mon avis personnel, je ne vois pas Donald Trump en 2028. Il y a une question d'âge. Il aurait 74, 73 ans, je te dirais peut-être. Mais 82, 83 ans, j'y crois pas. allez, c'est le mot de la fin. Olivier, en tout cas, on se voit très vite en chair et en os J'ai à hâte, j'ai hâte. Moscou. Voilà, on quitte le continent américain, on va vers l'Europe. Bah, je suis déjà Euh, plus très loin de chez toi, je suis déjà plus très loin de vous. Hein. t'as déjà avancé dans ta transhumance, effectivement. C'est ça, je suis À plus très toutes et à tous, 1000 fois merci d'avoir suivi cet épisode de Divergence. On a voulu être un petit peu taquin avec l'actualité et être décontracté dans son traitement, et pas prendre des choses trop au sérieux comme le font les médias de grand chemin. On vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, on dialoguera, on aura un entretien qui sera extrêmement passionnant. On parlera du scandale Betaram avec Florian Philippot. Bien évidemment, dimanche soir, n'oubliez pas de suivre Divergence politique. Divergence tout court, pardon, avec Xavier Moreau et le retour de Nicolas Mirkovic dans Divergence. Vous l'avez vu hier, on a fait un épisode avec Nicolas Mirkovic qui a cartonné, je crois qu'on est déjà à 30 000 vues en moins de 24 heures, donc regardez l'émission, elle est passionnante. Nicolas Mirkovic, encore une fois, à suivre sur Divergence politique. Xavier Moreau, Olivier, 1000 fois merci. Merci À très vite, Alexis, à bientôt. à bientôt.